Donc, bonjour aux personnes qui nous ont rejoints entre-temps. Donc, je vais rappeler un petit peu ce que j'ai dit précédemment il y a 5 minutes. Donc, l'objet de ce webinaire, ça va être de vous faire un retour sur l'enquête sur les ressources numériques dans les bibliothèques. Voilà, c'est un webinaire qui va durer environ 1 heure. Pour information, vos micros sont coupés. Mais si vous voulez interagir avec nous et nous poser des questions, vous avez la possibilité de le faire en utilisant, vous avez sur un module questions et vous pouvez chatter avec nous et nous poser vos questions et on y répondra avec grand plaisir. Donc on va commencer. Donc là, on va se présenter rapidement. Moi je suis Bengue Bamba, responsable commercial bibliothèque. Et je suis accompagné de mon collègue Pierre Largetot, qui est chef des ventes du secteur public. Bonjour. Donc voilà. Donc moi, je suis arrivé récemment chez Vodéclic, justement pour m'occuper des bibliothèques. Justement aussi, l'objectif, c'est aujourd'hui vous allez avoir un interlocuteur privilégié et l'objectif est de vous apporter une meilleure qualité et un meilleur accompagnement chez vos déclics. Donc, alors on va passer à l'ordre du jour. Donc, on va commencer par une présentation de vos déclics. Par la suite, on va rappeler les objectifs de cette enquête. Ensuite, on va parler dans un premier temps des bibliothèques sans ressources numériques. Après, on va enchaîner sur les bibliothèques avec des ressources numériques. On va parler également de la médiatisation des offres. On va parler on a fait un focus spécifique sur les bibliothèques départementales de prêt. Et par la suite, on enchaînera et on terminera sur des questions-réponses. Donc, qui nous sommes? Donc, Vodéclic, en fait, nous, on est une plateforme de formation, plutôt spécialisée sur le micro-learning. Micro-learning, qu'est-ce qu'on entend par là? Donc, le micro-learning, c'est des mini-vidéos qui vont durer en moyenne entre 5 à 7 minutes, où en fait, on va faire un focus direct sur des problématiques, sur des sujets pour débloquer une situation d'un collaborateur qui rencontrerait une problématique sur un outil bureautique ou une application digitale. Donc nous, on propose une plateforme en SaaS, en accès illimité, donc en 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Donc cette plateforme s'appuie sur, en fait, on propose plus de 300 logiciels. On propose des formations sur plus de 300 logiciels et applications digitales. Donc, et qui s'appuient sur des référentiels de compétences selon chaque formation. Donc, on propose également via notre plateforme des services pédagogiques. On propose également un outil de gestion et de reporting qui peut permettre à l'apprenant et également à l'administrateur d'avoir des statistiques sur le temps passé, sur les examens passés et avoir une visibilité sur sa progression dans la formation. Et également, on propose un déploiement et une intégration de différentes sortes. On peut venir s'intégrer assez facilement sur vos portails documentaires et on peut également vous proposer un accès via un login mot de passe sur notre site internet. Donc, quelques chiffres clés sur nos sociétés. Donc, nous, on est une jeune société. On a été créé en 2007. On a aujourd'hui plus de 35 000 formations disponibles et ça évolue avec le temps et avec l'apparition de nouveaux logiciels. Voilà, vous allez avoir des formations qui vont évoluer dans le temps en même temps qu'on avance. Aujourd'hui, on compte 50 collaborateurs. Donc, pour vous donner un ordre d'idée par rapport à l'année dernière, on était 25.
Et du coup, en un an, on a doublé le nombre de collaborateurs, ce qui montre notre évolution et l'engouement qu'on suscite auprès de nos différents interlocuteurs. Aujourd'hui, on compte plus de 4500 clients, dont 200 bibliothèques et établissements publics numériques. Et en gros, on a plus d'1 million d'utilisateurs dans le monde. Donc, pour vous donner un petit peu quelques références qu'on a sur la cible bibliothèque, donc on travaille avec la bibliothèque de Strasbourg, on travaille avec la bibliothèque municipale de Marseille et d'autres que vous pouvez voir avec les logos affichés. Alors, juste pour faire un petit point sur la situation de vos déclics, bon, je pense que pour la plupart d'entre vous, vous nous connaissez bien. Vous savez qu'on a été racheté au mois de mai 2015 par un groupe américain qui s'appelle Skillsoft, qui est un leader mondial en formation, en e-learning. La société a beaucoup bougé. Ceux qui sont clients déjà ont pu le ressentir. Donc pendant quelque temps, cette restructuration a pesé sur notre structure. On est en train de valider et on va dire, d'aplanir. L'arrivée de Benge, justement, est un gage de notre engagement auprès des bibliothèques et qui va nous permettre de retrouver l'efficacité et le répondant qu'on avait sur votre marché auparavant. D'ailleurs, si pour les plus affûtés et ceux qui nous suivent le mieux, vous pouvez voir d'ailleurs que ce webinaire sur les enquêtes bibliothèques prenait place plutôt habituellement au mois de mai, juste avant la BF auparavant. Aujourd'hui, on a dû avoir un petit peu de retard, donc on vous la présente que maintenant, entre guillemets. Les chiffres que vous allez avoir sont des chiffres qui remontent à décembre 2013, mais ça, Benge y reviendra. Si vous voulez, pour ceux qui ne nous connaissent pas, n'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à contacter Benge, il aura ses coordonnées à la fin du webinaire. N'hésitez pas à l'appeler pour qu'il vous propose des accès tests sur notre plateforme. Voilà. Donc on va repartir sur l'enquête et je vais laisser la parole à Benge. Donc là, pour revenir sur l'enquête, donc là, on va vous présenter les objectifs et le panel de l'enquête. Donc, en fait, il y avait 3 objectifs principaux. Donc, c'était maintenir la représentativité du panel de l'enquête. On a aussi orienté, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et fait un focus avec un questionnaire dédié aux bibliothèques départementales de prêt. Et pour finir, on a proposé un baromètre annuel. Donc, c'est un questionnaire similaire à celui de l'année passée pour vous restituer en fait les résultats de cette enquête. Je rappelle un peu l'objectif global de cette enquête, c'est de proposer un baromètre global sur l'activité des ressources numériques en bibliothèque, année après année. Donc en fait, le questionnaire qu'il y a eu, il est même similaire à celui de 2013. Donc maintenant, on a un recul de 2 ans avec une enquête des questions qui sont les mêmes, ou quasiment les mêmes, à quelques ajustements près, mais c'est vraiment des changements mineurs. En gros, on est capable de remonter les chiffres sur 2 ans, d'ailleurs vous allez le voir, et ce qui nous permet de suivre l'évolution de ces ressources numériques. J'en profite pour dire d'ailleurs que cette enquête n'est pas du tout tournée autour de vos déclics, mais on est beaucoup plus large que ça, puisque ce sont les ressources numériques en général qu'on essaye de suivre dans cette enquête. Ok, donc c'est un panel très représentatif. Pour vous donner une idée du mode de comment on a procédé en fait pour avoir les résultats de cette enquête. En fait, c'est une enquête qui a été envoyée par email en 2015 à plus de 1000 bibliothèques françaises et l'ensemble des réponses ont été récoltées via un outil de sondage qui s'appelle SurveyMonkey. Et cette enquête a été réalisée entre le 1er décembre et le 31 janvier 2016. Et sur les 1000 bibliothèques sondées, on a eu 399 retours de bibliothèques qui ont bien voulu répondre à ce questionnaire. Pour vous donner un comparatif par rapport à l'année dernière, soit l'année 2014. En 2014, il y avait 457
répondants. Comme Pierre l'a expliqué précédemment, on a peut-être eu moins de réponses cette année, comme il y a eu un décalage par rapport à l'année dernière. Donc, on a peut-être effectué ce sondage sur une période où, en fait, les bibliothèques avaient moins de temps à nous consacrer pour répondre à ce questionnaire. Donc, comme vous pourrez le voir aussi, il y a une variété des établissements dans les réponses. Donc, on a des bibliothèques, aussi bien des bibliothèques municipales, des bibliothèques intercommunales et des bibliothèques départementales. Donc là, sur les deux graphiques que vous avez en visu, donc là, on voit par rapport les histogrammes, où on voit que par rapport à 2012 quand même, il y a une belle progression, mais comme je vous l'ai expliqué précédemment, par rapport à 2014, il y a une légère baisse. Donc on voit que les bibliothèques municipales ont moins répondu cette année. Cependant, avec là, par exemple, par rapport au pourcentage, on voit qu'il y a un peu plus de 60% cette année qui ont répondu sur les bibliothèques municipales. Sur les bibliothèques intercommunales, là, du coup, on a gagné quelques points. Là, du coup, on est cette année à environ un peu plus de 12%. Et on a également gagné des points sur les bibliothèques départementales, là où on est à environ à peu près à 10%. Donc en fait, ce qu'il faut bien voir sur ces chiffres-là, c'est que sur les 3 dernières années, quand on sort 2012 de l'équation, on arrive en fait sur un panel qui est relativement équivalent, même si on a de petites baisses cette année. On est quand même sur un nombre de bibliothèques représentatifs. Je rappelle qu'on a, nous, au Déclic, 200 bibliothèques clientes, donc ça veut dire qu'on a près du double de bibliothèques qui ont répondu. Donc ça veut dire qu'il y a exactement presque 200 bibliothèques non clientes qui ont répondu, donc ce qui valide le fait que c'est une enquête qui est représentative des ressources numériques et pas seulement de vos déclics. Premier point. Deuxième point, le panel s'est élargi. Alors évidemment, on a une hausse des bibliothèques intercommunales puisque forcément, avec la mutualisation des communes et la mise en intercommunalité, forcément, le nombre de bibliothèques, la proportion de bibliothèques intercommunales a augmenté. Et on a à peu près les mêmes scores, c'est-à-dire qu'en termes de chiffres absolus, on a autant de bibliothèques départementales qui ont répondu, mais comme forcément en proportion on a eu moins de répondants, la part des bibliothèques départementales a augmenté par rapport à la part des bibliothèques municipales. Voilà. Bon, tout ça pour dire qu'on est sur un panel large, stable. On va essayer de faire mieux en termes de communication sur cette enquête l'année prochaine pour remonter sur des 450, 500 répondants qui seraient extrêmement représentatifs de ce qui se passe en bibliothèque. Alors, là, pour vous donner un petit peu un ordre d'idée sur la répartition géographique, donc là, vous pouvez voir que la région nord-ouest arrive en tête avec 24,91%, suivi par le sud-est, avec une troisième place pour la région Île-de-France et une quatrième place pour le nord-est avec 19,60% et le sud-ouest avec 13,28%. Pour vous donner un ordre d'idée pour faire un rappel par rapport à l'année dernière. Donc l'année dernière, c'était l'Île-de-France qui était en tête avec 26,16%, suivi par le sud-est avec 22%. Et la troisième position avec le nord-est à 21,45%. Voilà, c'est juste un petit rappel rapide. Donc là, on arrive sur la répartition démographique. Donc là, on voit que toutes les villes sont représentées, avec une augmentation sensible de la part des bibliothèques de moins de 10 000 habitants. Quand on regarde, là, vous pouvez voir par rapport aux années précédentes, 2013, 2014 et 2015,
Donc les moins de 10 000 habitants, il y a une progression. Il y a une diminution sur entre 10 000 et il y a on va dire plutôt une stabilité pardon entre 10 000 et 25 000. De 25 000 à plus de 100 000, on constate qu'il y a une baisse. Voilà. Donc ça c'est pour vous donner un ordre d'idée. Encore une fois, c'est la répartition sur le panel global. Donc en fait, c'est la proportion de villes de moins de 10 000 habitants qui a tendance à augmenter. Au vu de la diminution du nombre global de bibliothèques touchées, ça veut dire que les villes de moins de 10 000 habitants ont continué à répondre de manière importante à notre enquête, et ce qui montre un fort intérêt de la part de ces villes-là sur ce type d'enquête et l'intérêt qu'elles ont pour les ressources numériques qui ne cesse d'être important. Voilà, par rapport aux premières années, moi qui suis l'enquête depuis longtemps, on avait beaucoup de villes de moins de 10 000 habitants qui étaient très peu intéressées par les ressources numériques quand on revient en 2012 ou en 2013. Et on a eu une appropriation à partir de 2014 de ces ressources-là et qui ne cesse d'être démentie. De ne pas être démentie, pardon. Donc là, pour avoir une visualisation sur la situation générale sur les bibliothèques qui disposent ou pas de ressources numériques, là, on voit que l'écart il se creuse, hein, comme les années précédentes. Donc on voit que à la question disposez-vous de ressources numériques, on voit que une grande majorité répondent oui à cette question. Donc là, on va dire plus de 70%. Contre on va dire contre moins de 30% des bibliothèques qui ne disposent pas de ressources numériques. Et quand on regarde par rapport à la répartition en termes de nombre d'habitants, on voit qu'il y a un énorme écart. Le plus grand écart se fait sur les bibliothèques où il y a plus de 100 000 habitants. Donc voilà. Mais globalement, aujourd'hui, on voit que peu de bibliothèques ne disposent pas de ressources numériques. Donc là, quand on regarde on fait une répartition par rapport aux bibliothèques, aux différents types de bibliothèques, que ce soit municipales, intercommunales et bibliothèques départementales de prêt, on voit ici que, toujours à la même question, hein, que les bibliothèques, l'écart est le plus fort se fait sur les bibliothèques intercommunales. Donc sur les deux derniers graphiques, hein, ce qu'il faut retenir, c'est assez intuitif, mais c'est confirmé ici par les chiffres, la taille de la ville va jouer sur la disposition ou pas de ressources numériques. Plus la ville est grande, grosso modo, et on le voit très bien sur les graphiques précédents, plus la ville est grande, plus la disposition de ressources numériques est importante. Alors, là, du coup, on va passer sur les bibliothèques sans ressources numériques. Donc là, on voit la taille des villes et ressources. Donc on voit ici que sur moins il y a d'habitants et plus ils disposent de ressources numériques. Donc majoritairement les villes de moins de 25 000 habitants avec 84%. Et du coup, 88% pensent que les ressources numériques représentent une opportunité. Donc là, c'est 88% des personnes qui n'ont pas de ressources numériques pensent que les ressources numériques sont une opportunité. Ça, c'est un chiffre qui change de manière importante. On avait une grosse frayeur dans les premières années des ressources numériques liées au lancement au changement de métier qu'impliquent ces ressources numériques. Aujourd'hui, on a clairement une vision d'opportunité sur les ressources numériques, même pour les très petites communes, même pour les très petites bibliothèques. On voit bien qu'il y a une appétence des publics vers ce genre
de ressources, et donc la majorité des bibliothécaires le ressentent bien ça, et voient dans les ressources numériques une opportunité, hein, même chez les personnes qui n'ont pas à disposition de ressources numériques. Ok. Donc là, pour avoir à la question quels sont les facteurs bloquants au lancement des ressources numériques, ce qui est intéressant de voir ici, c'est que pour plus de 70% des répondants, c'est des questions budgétaires qui bloquent le lancement des ressources numériques. Après arrive le manque de personnel et par la suite le manque de compétences internes en informatique. Ce qui est également intéressant de constater, c'est que on voit que la hiérarchie n'est pas un facteur vraiment bloquant pour le lancement des ressources numériques. Donc, on voit clairement ici que ce sont uniquement des raisons budgétaires qui freinent le lancement de plateformes numériques. Donc, ce qu'on peut voir, et si on repense au chapitre précédent, on a vu que les bibliothèques qui n'ont pas de ressources numériques sont principalement de petites bibliothèques. Donc, en fait, si vous voulez, les facteurs bloquants qu'on voit apparaître, ils sont logiques au vu des difficultés qui peuvent être rencontrées par ces bibliothèques. Je veux dire, le manque de budget, bon, c'est un truc évident qui a corrélé d'ailleurs avec le manque de personnel, puisque les deux sont liés. Et le manque de compétences internes en informatique, c'est vrai que quand on pense aux petites bibliothèques de moins de 10 000 habitants, ce sont des bibliothèques qui fonctionnent beaucoup sur le volontariat et sur le bénévolat. Donc on a des personnes qui sont plutôt à la retraite avec des compétences informatiques qui sont forcément moins poussées que de jeunes diplômés. Et donc on a clairement là les trois grands points, mais qui sont directement issus, je dirais, de la taille des bibliothèques. Les hiérarchies n'est pas bloquante puisque tout le monde a bien compris que on pouvait lancer les ressources numériques et que de toute façon c'était incontournable, c'est dans tous les discours, à la télé, à la radio, sur Internet, c'est partout. Donc on voit bien que les trois facteurs bloquants sont directement liés à la taille de la ville. Donc là, concernant les projets de lancement, donc là on voit quand même des chiffres assez intéressants qui montrent que plus de environ 80% des bibliothèques nous déclarent avoir un projet de lancement dans les 2 ans à venir. Donc c'est des chiffres assez forts qui montrent l'engouement et la projection vers la mise à disposition de ressources numériques. Et voilà, vous pouvez voir que depuis, on va dire, entre 2013 et 2015, c'est des chiffres qui restent sensiblement les mêmes et on a un engouement qui reste identique. Donc là, comme vous pouvez le voir sur le camembert, là, on a une répartition sur les délais en termes de lancement de lancement de ressources numériques. Donc là, vous pouvez voir, pour 2016, on a 20%. On a 20% des bibliothèques qui déclarent qu'ils vont lancer qui ont un projet de lancement de ressources numériques. En 2017, on a un peu plus de 15%. Et pour 2018, 0,9%. Donc, en gros, c'est 37% vont se lancer dans les 2 prochaines années et 38% déclarent avoir un projet, mais ils ne savent pas quand ils vont le lancer. Donc, les raisons, en fait, on a ressorti quelques verbatims concernant les raisons qui poussent au lancement de ressources numériques. Là, on en a extrait quelques-uns. Donc, c'est des propos qui ont été que vous avez rédigés. Donc, proposer des ressources numériques venant en complémentarité avec les ressources physiques, moderniser l'offre documentaire et diversifier les supports et les rendre plus attractifs,
pour ouvrir de nouveaux services dans notre réseau pour cause de dématérialisation de certains. Les ressources numériques peuvent rendre les bibliothèques plus modernes et plus visibles. Pour redynamiser le rôle de la bibliothèque, proposer une nouvelle offre de services et également pour attirer un public plus jeune habitué au numérique et initier les personnes âgées. Ok, donc juste pour revenir là-dessus et mettre un petit peu d'historique là-dedans et voir le discours, si vous arrivez à retrouver les enquêtes de 2012 ou 2013, c'est très intéressant cette évolution. En fait, on est parti à l'époque, des ressources numériques qui étaient optionnelles et qui étaient qui gravitaient autour de la bibliothèque. On avait des taux de lancement ou de volonté de lancement, si on revient sur les chiffres de 2012, qui étaient inférieurs à 60%. Aujourd'hui, on a 80%. Les bibliothèques qui n'ont pas de ressources numériques, c'est des problèmes de budget, c'est pas des problèmes de volonté. Donc en fait, les ressources numériques sont complètement rentrées à l'intérieur des bibliothèques. Je veux dire, ça fait partie de vos métiers maintenant. Elles sont partie intégrante de l'offre que vous proposez. Et je pense que à peu près plus un seul bibliothécaire en France ne se pose la question de l'opportunité que représentent les ressources numériques aujourd'hui pour les bibliothèques. Voilà, c'est juste pour recontextualiser et montrer un peu le chemin parcouru en seulement quelques années sur ces sujets-là. Donc, à la question quel type de ressources allez-vous privilégier dans un premier temps? Donc là, on a fait un comparatif par rapport à l'année 2014 et on s'aperçoit en fait que la presse fait partie des ressources prioritaires. Donc on est passé en 2014 de 25% à 48% en 2015. On observe également une hausse de l'encyclopédie qui est passée de 5% en 2014 à 11% en 2015. Et également un attrait pour les jeux vidéo qui sont passés de 7,5 en 2014 à 15%, donc le double. Néanmoins, pour ce qui est de la musique, de la jeunesse, de la vidéo à la demande et de l'auto-formation, on voit qu'il y a une stabilité liée à ces projets de lancement. Alors là-dessus, c'est intéressant. Alors il y a plusieurs choses. Pareil, Bengay a pas trop le recul historique pour voir ce qui se passe, mais c'est normal, il se forme en ce moment, donc voilà. Ce qui est intéressant, il y a plusieurs choses. Déjà, le premier truc qui doit vous sauter aux yeux, c'est la hausse des encyclopédies. On a un retour, ce sera intéressant dans les années futures de voir si cette proportionnalité des encyclopédies, si cette hausse est confirmée, puisqu'on avait une baisse constante des encyclopédies dans la part des ressources numériques depuis plusieurs années. C'était vraiment quelque chose qui était en recul. La presse et les jeux vidéo, c'est une hausse qui est constante depuis quelques temps, même si là, la presse a vraiment fait un bond en avant. Ce sera intéressant d'avoir votre retour là-dessus, savoir si c'est parce que l'offre s'est énormément diversifiée sur les 2 dernières années, avec l'arrivée de nouveaux acteurs. Ce sera intéressant de voir ça. Et la stabilité de la musique, de la jeunesse, de la VOD et de l'auto-formation. En gros, on est stable partout et sinon, on n'observe que des augmentations. Donc, en fait, la diversité des ressources numériques que proposent les bibliothèques est en hausse, très claire, de ces différents facteurs. Donc, c'est assez intéressant et je suis vraiment intrigué par l'encyclopédie. À la question comment voyez-vous le rôle des bibliothèques avec l'avènement des ressources numériques? Là également, on a extrait quelques verbatims. Donc, par exemple, être à la fois centre de ressources numériques et un lieu d'apprentissage, de maîtrise des outils de ces ressources, participer à la lutte contre la fracture numérique, un rôle de médiation renforcé, comme un moyen de socialisation. Encore de nombreuses personnes en France ne possèdent pas Internet. Il est essentiel de leur proposer au moins un accès grâce aux bibliothèques. Un lieu qui offre l'accès à
toutes les différentes offres culturelles. Son rôle ne change pas, il évolue. C'est le principe même de notre métier et de ce type de structure. Et la bibliothèque doit devenir une multimédiathèque, tout simplement. Donc là, on va passer aux bibliothèques qui ont déjà en place des ressources numériques. Donc, 70% des bibliothèques disposent d'au moins 3 ressources. Par rapport à on avait 78% en 2014. On s'aperçoit aussi que 50% proposent plus de 5 ressources. Donc, il y a une légère baisse par rapport à 2014, donc où il y avait 53%. Et 25% proposent plus de 10 ressources. Donc, on a perdu un point par rapport à 2014. Et 43% des ressources proposées sont gratuites. Donc, il y a une stabilité par rapport à 2014. En termes de budget, on voit qu'il y a une contrainte assez forte. Donc, la moitié du panel dispose de moins de 5 000 € de budget pour les ressources numériques. Un tiers des bibliothèques disposent d'un budget de moins de 2 000 € et 26% des répondants indiquent que leur budget numérique est à la hausse. Alors, juste intéressant là-dessus, si on regarde bien le graphique. Alors, la moitié du panel qui a moins de 5 000 €, sachant qu'on a un panel qui est assez fortement décalé vers les villes de moins de 10 000 habitants en termes de nombre de répondants. Alors, ce qui est normal au vu de la répartition des villes en France, on a une grosse majorité de villes de moins de 10 000 habitants. C'est normal qu'on ait majoritairement des budgets faibles. Plus intéressant, c'est l'évolution de ces budgets. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la colonne plus de 20 000 €, qui représentait un peu au-dessus, enfin aux alentours de 20% du panel les 2 dernières années et qui a complètement chuté aux alentours des 5%. Donc, on a perdu 15 points en une année sur les gros budgets consacrés aux ressources numériques. Donc ça, c'est vraiment une information forte de cette année. Encore une fois, ce sera intéressant de suivre ce chiffre sur les années futures et surtout sur les raisons de cette baisse. Moi, je vois 2 explications. Il y a une explication simple, directe, la baisse des budgets qu'on peut voir dans les bibliothèques auxquelles vous êtes confrontés. Je dirais que ça, c'est la solution simple qu'on peut avoir si on se pose pas trop de questions. Je verrais une autre solution, c'est que on est sur un marché qui est maintenant mature. On l'a vu au fil des slides précédents. On arrive sur un marché qui est mature avec des acheteurs qui sont aussi beaucoup plus matures. Une diversification des acteurs du domaine qui fait qu'on rentre dans une compétition plus importante et donc avec des acteurs qui doivent faire des prix beaucoup plus au cordeau que ce qui était fait avant. Donc c'est les 2 grandes interprétations. N'hésitez pas dans les questions à me faire part si vous auriez une autre explication ou une autre vision. Mais moi, en gros, c'est les 2 grandes raisons et c'est celle que j'aimerais explorer sur l'enquête de l'année prochaine. Est-ce que c'est vraiment le budget qui baisse ou est-ce que c'est le marché qui devient plus mature et qui, par conséquent, contraint plus les prix? Voilà. Donc, on va passer à la slide suivante. Donc, comme Pierre l'expliquait, là, on s'aperçoit qu'il y a une disparité en termes de budget par rapport par rapport au nombre d'habitants sur la ville. Donc là, on voit que les moins de 2 000 € pour les villes de moins de 10 000 habitants, ça représente 80%. Et globalement, on voit que il y a une baisse en termes de budget et que nous, on est en recherche
d'explications par rapport à ça et du coup peut-être que vous avez des réponses à nous apporter et nous dire en fait, vous qui êtes directement confrontés à cette problématique, de nous apporter les réponses et de voir derrière comment on peut contourner le problème budgétaire et vous permettre de quand même mettre à disposition des ressources numériques pour vos adhérents. Donc, typologie des ressources numériques. Donc, pour faire un état des lieux, donc là, on s'aperçoit que, comme pour les ressources, comme pour les établissements qui ne proposent pas encore de ressources numériques, que l'auto-formation représente la majorité, hein, avec plus de 70%. Et quand on va affiner un peu plus sur tout ce qui est auto-formation, on s'aperçoit que on voit que l'informatique et les multimédias représentent 84% des ressources numériques, 86% les langues. Pour le code de la route, ça représente 72%, et pour le soutien scolaire, ça représente 65%. Donc, pardon. Modalité d'accès aux ressources. Donc, on voit que 79% des accès sont proposés à distance. Donc là, on voit qu'il y a une évolution par rapport à 2014. Donc, on voit qu'il y a de plus en plus les bibliothèques ont fait un effort pour proposer plus d'accès à distance. On voit que parmi elles, 68% proposent également un accès sur place. Donc, il y a une diminution et ça, on va dire que c'est, je ne sais pas si je peux dire que c'est une bonne chose, mais du coup, on assiste à un glissement. On va dire que maintenant, là, vous offrez plus la possibilité aux gens de se connecter de chez eux ou via une tablette ou autre. Par rapport à 2014, donc il y a vous proposez moins l'accès sur place. 25% ne proposent que des accès à distance, contre 30 en 2014, et comme en 2014, 39% proposent que des accès sur place. Donc on voit que avec l'évolution du numérique, donc les bibliothèques ont aussi évolué avec le temps et du coup ont fait évoluer leur offre pour adresser une plus large un plus grand nombre d'adhérents et donc ça c'est une bonne chose. Donc là, on est clairement dans la tendance de ces dernières années, hein, de plus en plus d'accès distant. La tendance est toujours à la hausse. En fait, il n'y a pas de stabilisation de cette tendance-là. Les accès distants sont en train de gagner des parts de manière très importante, en particulier sur les villes de moins de 25 000 habitants. Il n'y a pas de stabilisation. La course vers le distant, la mobilité, etc., est toujours en marche dans les bibliothèques, comme dans la vie de tous les jours, hein. D'ailleurs, hein, les taux d'utilisation de l'informatique en mobilité à partir de smartphones ou de tablettes est en hausse constante depuis plusieurs années en France. Okay. Donc, pour rappel, hein, il y a 3 ans, moins de 50% proposaient des accès à distance et moins de 11% que des accès à distance. Vous voyez, on a quasiment fait plus, on a quasiment doublé en 3 ans, quoi. Enfin, le chemin est toujours là. Donc, concernant les modalités d'accès aux ressources, donc on voit que 89% des accès à distance se font via un portail documentaire. Et un usager sur 7 ne dispose pas de compte personnel pour se connecter à distance. Et concernant les ressources mises à disposition et privilégiées dans les accès à distance, on voit qu'il y a la VOD et les livres numériques et également l'auto-formation. On va dire que comme ces ressources-là, on va dire, accompagnent ou forcent les bibliothèques à proposer des accès à distance pour que les adhérents puissent du coup consulter à toute heure et à tout moment ces ressources.
Donc là, on va passer à la médiatisation et les offres des éditeurs. Donc, constat autour de la médiatisation. Donc, on constate que 95% des répondants pensent que cela aura une conséquence importante sur leur métier. Un bibliothécaire sur 5 se dit peu préparé à l'arrivée des ressources numériques. Donc, clairement, ici, je pense que nous, en tant qu'éditeur de plateformes d'auto-formation, on a un rôle à jouer dans l'accompagnement, dans votre accompagnement. Et là, la question est de savoir, vous qui êtes sur le terrain, comment on peut vous aider et vous accompagner au mieux. Je pense que c'est vous qui pouvez nous faire un retour. Et de là, on pourra construire ensemble des outils qui vous permettront de mieux communiquer et d'avoir une meilleure visibilité auprès de vos adhérents. Une bibliothèque sur 3 ne dispose pas d'une personne en charge des ressources numériques et 36% disposent d'une personne dédiée à temps plein aux ressources numériques. Donc là, on voit quand même il y a une évolution et que il y a une prise de conscience des bibliothèques qui ont vu la population et les adhérents peut-être changer et plus demandeurs d'avoir des ressources numériques et du coup on s'aperçoit que sur le terrain qu'il y a une réaction et du coup qu'il y a des moyens humains on va dire qui se multiplient pour pouvoir accompagner ce glissement vers les ressources numériques. Ces chiffres-là, pardon, ces chiffres-là sont à remettre en vue. Enfin, ils confirment ce que je vous disais au début de ce webinaire. On est vraiment face à des ressources numériques qui sont implantées dans les bibliothèques fortement. Le fait qu'on ait quasiment un doublement du pourcentage de bibliothèques qui ont une personne dédiée à plein temps sur les ressources numériques, c'est vraiment révélateur d'une fixation des ressources numériques dans la proposition documentaire de la bibliothèque. On est là dans le fait que, je pense que cette enquête-là confirme le fait que les bibliothèques sont avec les ressources numériques et qu'il est maintenant impossible de concevoir une bibliothèque sans ressources numériques. Il n'est plus question de ça. Maintenant, c'est comment on passe la vitesse supérieure et comment est-ce qu'on affine la proposition et comment le marché devient encore plus mature pour que la proposition que vous pouvez faire se fasse le mieux possible. Du coup, concernant les modalités de médiatisation de l'offre numérique, on voit que les réseaux sociaux représentent 32% et les blogs 9%. On voit qu'ils sont en hausse. C'est une bonne chose parce que du coup, on voit que grâce aux réseaux sociaux aujourd'hui, on va dire par rapport on voit que beaucoup plus de personnes utilisent les réseaux sociaux. Et pourquoi je dis que c'est une bonne chose? Parce qu'en fait, les réseaux sociaux et les blogs ont une force de frappe assez intéressante et en termes de, on va dire, pour moi, ce sont des outils efficients parce que du coup, en termes de coûts, ça représente peu de coûts, hein. Communiquer sur un réseau social pour, vous avez une connexion Internet et d'avoir un compte et de pouvoir publier, voilà, donc et puis c'est les outils utilisés par, on va dire, les jeunes générations qui vont assez régulièrement et il y a vraiment une vraie force de frappe. La communication via les portails est utilisée à 74% contre 70% l'année dernière. Donc, on va dire que ça aussi, c'est une bonne chose parce que du coup, ça vous permet également d'inciter les gens à aller sur le portail documentaire. Le portail, c'est quelque chose qui vous a mis, qui vous coûte en termes budgétaires. Et c'est vrai que derrière, du coup, il faut vraiment inciter les gens à aller sur le portail documentaire pour aller chercher de l'information, etc.
Et les ateliers de présentation au public restent stables à 57%. Alors, les ateliers de présentation au public, ils restent stables par rapport à 2014, mais je vous rappelle qu'ils étaient en nette progression par rapport à 2013. Donc, en fait, on continue à avoir les mêmes ateliers de présentation que l'année dernière, qui sont assez efficaces. Les réseaux sociaux, tout ça, c'est bien, c'est des nouveaux usages qui apparaissent dans les façons de fonctionner des bibliothèques, et puis ça correspond en plus aux usages numériques, hein, donc on rentre sur les mêmes modalités et le même médium quand on parle de ressources numériques ou qu'on parle de communication et de médiatisation de ces ressources numériques. L'augmentation de la communication sur le portail, c'est bien, on reste quand même à un quart des bibliothèques qui ne communiquent pas sur site web ou sur portail, qui est quand même très important, sachant qu'on doit approcher des 100% de taux de sites web au moins pour les bibliothèques. Puis communiquer autour des ressources numériques, si on ne communique pas sur son portail, c'est quand même un gros point d'interrogation, hein. Donc là, je serais moins enthousiaste que Benguet là-dessus. J'ai une question de Monsieur Ginou qui vient de se connecter. Oui, ce diaporama sera disponible et la vidéo, l'enregistrement du webinaire en entier d'ailleurs sera disponible également. Ok. Donc là, on passe aux modalités autour de la médiatisation, donc un focus sur l'emailing. Alors, excusez-moi. Donc, on voit que 49% des bibliothèques utilisent l'envoi d'email aux inscrits contre 32% en 2014. Et 76% estiment avoir plus de 25% de leurs adhérents d'avoir l'adresse email de leur adhérent. Donc, alors là-dessus, c'est un comparatif par rapport à l'année dernière surtout. Ce qui est intéressant de voir, c'est que oui, la prise en main des emails se fait de manière beaucoup plus importante. J'avais beaucoup insisté là-dessus. J'avais d'ailleurs fait d'autres webinaires sur la façon dont on utilisait les outils de emailing type SurveyMonkey qu'on utilise ici avec vos déclics. Parce que c'était une grosse déficience en termes de médiatisation qu'il y avait sur les bibliothèques. Donc ça, c'est très bien que les bibliothèques se mettent à utiliser les emails. C'est une ressource que vous avez qui vous permet de communiquer de façon ciblée et précise auprès de vos adhérents. Donc on voit qu'il y a une prise en compte de ça. Bon, il y a encore des efforts à faire, hein. On a à peine atteint la moitié des bibliothèques qui utilisent cet outil. Mais en tous les cas, il y a une forte augmentation. C'est un chiffre qu'on continuera à suivre dans les années à venir. Et d'ailleurs, si vous voulez qu'on refasse des webinars plus ciblés autour de ces questions-là, où on vous aide avec nos outils marketing pro, on va dire, vous remettre de l'expérience d'une société privée dans le web sur ce type de communication, n'hésitez pas à nous faire signe là-dessus, hein, confirmer que vous avez de l'intérêt là-dessus, ça nous poussera à faire des webinars dessus. Donc la perception des bibliothèques concernant le taux d'utilisation des ressources. Alors globalement, ils sont plutôt satisfaits de la qualité. À 92% de l'ergonomie, 79% par rapport aux services proposés, 70% sur les supports et 77% au niveau des ressources. 69% des bibliothécaires considèrent que moins de 10% des inscrits utilisent les ressources contre 85% en 2012. Alors, juste cette phrase-là, elle est tournée un petit peu bizarrement. Ça veut juste dire qu'en fait, la proportion d'inscrits qui utilisent les ressources numériques est en augmentation, hein. Oui. Celle-là, elle est formulée de manière un petit peu bizarre, il faut bien la lire. Ça veut dire qu'on a 16 points de moins de bibliothécaires qui ont peur que leurs inscrits n'utilisent pas les ressources numériques. Donc voilà, et 39% pensent que moins de 5% des inscrits utilisent les ressources numériques
contre 60% en 2012. Donc la même chose, hein, on va dire qu'il faut comprendre cette phrase à l'envers si c'est pour reprendre les propos de Pierre. Donc en gros, c'est une bonne nouvelle. On voit que c'est vraiment, il y avait un engouement et que dès que les bibliothèques sont passées et ont proposé des formats numériques, et ben, tout de suite, il y a eu une réponse positive des adhérents qui se sont automatiquement mis, on va dire, à utiliser ces ressources numériques. Automatiquement, pas tout à fait. Oui. Mais, en tout cas, il y a eu de gros efforts en termes de médiation. Ça a beaucoup progressé par rapport au slide qu'on a vu avant. On a vu qu'il y a eu clairement une grosse progression sur votre capacité à médiatiser ce type de contenu. Donc, c'est vachement bien. Il y a encore du chemin à faire et notamment sur les étapes suivantes. Là, je vais devancer un peu la lecture de Bengay, mais sur le retour d'expérience des adhérents, on voit que trop de fois, je pense, ce sont des retours informels qui sont demandés. Donc, ce sont des retours oraux d'une discussion au coin du comptoir qui est faite et il n'y a pas assez, à mon sens, de réalisation d'enquêtes de satisfaction fiables, soit par un sondage en ligne, soit par une enquête sur place. Trop de fois, et je pense que c'est aussi une question de temps, hein. C'est clair que vous avez d'autres priorités que de faire des retours d'expérience, et je pense que ça pourrait énormément vous apporter en termes de ce qu'on appelle du benchmarking, c'est-à-dire de voir où vous en êtes, qu'est-ce qui plaît à vos adhérents, et sortir de la subjectivité d'un retour simplement oral pour aller vers quelque chose de beaucoup plus objectif qui vous permettrait d'être plus efficace dans votre proposition. Et pour rebondir sur ce que Pierre dit, et du coup derrière, une fois que, en fait, le fait de passer par des sondages en ligne, déjà c'est une manière plus efficiente parce que du coup ça vous permet d'avoir les réponses en direct, derrière de suivre des chiffres et grâce à des indicateurs, et derrière pouvoir par l'extraction de ces chiffres mettre en place des plans d'action pour pouvoir, on va dire, améliorer la qualité de service proposé aux adhérents. Attentes concernant, alors, quelles sont vos attentes concernant les éditeurs de contenu numérique? Donc, pour 63%, c'est vous attendez des éditeurs d'avoir des offres en illimité. Pour 59% souhaiteraient avoir des offres compatibles mobiles, tablettes, et 59% possibilité d'intégration dans un portail. Ce qui est intéressant par rapport à ces chiffres, c'est que vos déclics a bien suivi ces attentes, et du coup aujourd'hui on propose justement l'ensemble de ces attentes, à savoir, comme je vous l'ai présenté en début de ce webinaire. Donc nous, en fait, on propose une offre en illimité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Des offres compatibles mobile, tablette et via PC. Donc on est responsive device. Donc en fait, on a une ergonomie qui va s'adapter aux différents formats, voilà, que ce soit sur tablette, sur mobile ou sur PC. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a la possibilité de s'intégrer assez facilement sur les différents intégrateurs de portails documentaires. Alors là-dessus, on n'a pas eu l'apparition de nouvelles fonctionnalités données. Sont les mêmes attentes en fait que l'année dernière, dans les mêmes proportions. Donc il n'y a pas eu l'irruption d'une nouvelle technologie ou de nouvelles demandes. On est clairement sur les mêmes attentes, les mêmes choses que les années précédentes. L'enquête concernant les bibliothèques départementales de prêt, donc 46% des bibliothèques proposant des ressources numériques ont été influencées par les journées d'information.
Et du coup, voilà, vous pouvez le voir. Après, il y a formation par la bibliothèque départementale de prêt et autres. Mais on voit que en fait, voilà, c'est 46% de ces bibliothèques. Donc, comme les années précédentes, les bibliothèques départementales ont en fait surtout un rôle de médiation auprès de vous, pour que vous puissiez avoir un rôle de médiation auprès de vos inscrits. Ça passe par de la formation ou par de l'information. Donc les BDP sont surtout là-dessus. On a quand même une grosse proportion, il reste une grosse proportion de réponses en non aucune influence, donc les BDP n'ont aucune influence sur les ressources numériques. Pose des questions sur l'organisation. Ok, du coup, là, nous, on a terminé la présentation par rapport au retour sur l'enquête sur les ressources numériques en 2015. Si vous avez des questions, bah, écoutez, c'est le moment de nous poser vos questions et on se fera un plaisir de pouvoir y répondre. Donc, n'hésitez pas à utiliser euh, les questions et à chatter avec nous pour échanger suite à cette présentation. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent poser des questions ou souhaitent éventuellement à l'issue euh, de cette présentation bah, avoir une démonstration par rapport à la plateforme Vos Déclics ou, voilà. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou vous souhaitez planifier une démo, à nous en faire part. Alors, on a une question. Avez-vous prévu des visites en bibliothèque pour parler à nos responsables plus démonstration? Exemple en agglomération grenobloise. Alors là, c'est moi qui vais répondre. On va faire peu de déplacements physiques auprès des bibliothèques. Ensuite, c'est une possibilité qui peut rester ouverte en fonction de votre projet. Je vous invite à nous recontacter en direct et à contacter Bengay pour faire ce genre de choses. Ça peut être fait tout à fait en webinar la plupart du temps. On le fait sous forme de webinar comme on le fait là. On peut être connecté à plusieurs. Voilà, n'hésitez pas à rappeler Bengay. Voilà, pour info, là, je vous ai mis mes coordonnées. Donc, vous avez mon adresse mail, benguier.bamba@vodéclics.com et vous avez également ma ligne directe, donc là, 01 73 29 75 63. Et vous, du coup, vous pouvez me contacter directement pour qu'on puisse organiser ensemble une démonstration, voilà, et puis échanger aussi avec les interlocuteurs pour leur présenter la solution. Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie pour votre présence, pour la présentation de cette enquête 2015. Et puis, je vous dis à très bientôt, soit pour des démonstrations ou soit sur de prochains webinaires. Voilà. Merci beaucoup et à très bientôt. Et je vous souhaite une bonne semaine et une bonne fin de journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir.